Sorti mercredi 11 novembre dernier, le film français sur le Covid-19 intitulé Hold Up a déclenché une polémique. Nous sommes 7 milliards à avoir été pris en otage. Voilà le slogan de ce documentaire qui avance des théories complotistes derrière la crise sanitaire mondiale, dont la plupart seraient basées sur des informations fausses ou manipulées dans le sens de ce message. Il a déjà été vu par plusieurs milliers de spectateurs. Rafsadine, justement, comment se fait-il que la notion de complot soit tellement appréciée et attire tellement de personnes ? Justement, parce que le complotisme renvoie à quelque chose de très profond dans ce que les populations peuvent sentir des médias et des pouvoirs politiques. Ça veut dire que très souvent, le pouvoir politique s'exprime en langue de bois, il exprime une certaine volonté qui cache des motivations cachées. Et le complotisme a l'avantage de mettre en exergue ces notions cachées que le pouvoir utilise. Par exemple, il est évident que dans le Covid-19, il y a eu une instrumentalisation de la maladie pour effectuer des contrôles de masse, pour essayer aussi de faire passer certaines réformes économiques ou sociétales, et qu'elles ne sont pas dites. Et le complotisme le révèle. C'est pareil avec, par exemple, Trump a beaucoup joué avec les fake news, les fausses informations, parce qu'il y a effectivement dans l'information énormément d'idéologies, des puissances occultes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas exprimées. Et ça justifie, vous pensez justement, le fait que ce soit tellement apprécié ? Oui, parce que ces personnes, dans le complotisme, trouvent une logique qui donne un sens à leur malaise, qui donne un sens à leurs soupçons. Alors c'est vrai que le complotiste, très souvent, se trompe. Il n'a pas la finesse intellectuelle pour comprendre comment ce n'est pas si simple et que ces motivations politiques, idéologiques qui traversent le monde politique ou le monde médiatique est beaucoup plus fin. Ce n'est pas des volontés de complot, etc. Mais il y a un discours d'apparence qui cache de volontés qui sont volontairement cachées, qui est le terroir possible de l'éruption du complotisme. Alors justement, Rav Tuitou, quels ont été les fruits du complotisme durant toute notre histoire ? Alors d'abord, avant tout, j'ai beaucoup aimé l'intervention du Rafsadine à Yakar, que j'apprécie particulièrement, mais il a parlé d'un attrait un peu, je dirais, politique et de la vie courante. Moi, j'aimerais plutôt répondre à ces complots qui ont réellement existé selon le Talmud. On peut parler de beaucoup d'exemples. Par exemple, on fera allusion à la chrétienté qui, pendant des décennies, avait accusé les Juifs pour la fête de Pessah de prendre le sang des enfants qu'on aurait mélangé avec notre matzah pour pouvoir, en guise des aînés qui avaient été jetés dans le Nil, et toutes sortes de fabulations à notre égard. On peut faire aussi allusion à la peste noire, où je rappelle que pendant cette décennie, eh bien, les Juifs avaient été accusés parce que la peste bubonique était beaucoup moins présente chez eux, tandis que les curés qui allaient de maison en maison pour bénir, eh bien, eux-mêmes transportaient cette peste noire, et donc il a propagé de façon naturelle. Aman, le complot d'Aman est un des complots les plus connus de l'histoire juive, qui n'a, Baruch Hashem, pas abouti. Pharaon, qui vient faire un complot extraordinaire avec ses ministres en disant c'est un peuple qui croît et qui se multiplie un peu trop, il devient une menace pour nous. Et puis aujourd'hui, on arrive au complotisme du capitalisme. Les exemples seraient beaucoup trop longs à donner. La question, c'est pourquoi est-ce que le complot existe et qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts ? Eh bien, il a permis d'acheter une conscience. C'est tellement bon de trouver un bouc émissaire comme les Juifs ont de l'argent, les Juifs sont partout, les Juifs possèdent Hollywood, les Juifs, et ça a permis d'acheter une conscience pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'expulsion des Juifs de leur pays. Ça a permis de pouvoir voler les terres des Juifs, prendre les propriétés des Juifs, l'argent des Juifs, et même interdire aux Juifs, comme ça s'est passé en France à l'époque de l'autodafé ou en Angleterre, où on interdisait aux Juifs de pouvoir pratiquer certains métiers sous justement l'égide du complot. L'affaire Dreyfus, l'égide du complot, tout ce qu'on a pu connaître, eh bien, a souvent été formaté par des complots, des oui-dire, qui en réalité n'avaient aucune source, aucune référence, mais qui a permis de créer beaucoup de dégâts. Des pogroms ont eu lieu à cause de complots fomentés justement par un esprit maléfique, et aujourd'hui on accuse même les Juifs de vouloir prendre le contrôle de la terre, de vouloir prendre le contrôle de toutes les politiques, de toutes les banques et de tout ce qui existe, alors qu'on est à peine 15 millions, et si on retire les réformistes ou les libéraux, on arrivera peut-être, à mon avis, je donne un chiffre approximatif,
aux 10 millions maximum de juifs. Alors c'est vrai que les juifs sont une source de bénédiction partout où ils vont, mais qu'il y a une espèce de manipulation extraordinaire qui passe par les romans, par les théâtres, par les médias, par les informations, ou plutôt désinformations, comme le Rav Sadin l'a très bien dit. Et même si ce n'est pas un complot à proprement dit, comme on pourrait l'imaginer, ça démarre. Les conséquences sont les mêmes. Et pour moi, en tout cas, de mes études, donc je parle en mon nom personnel, à travers la Torah, c'est vraiment un acquis de conscience. C'est un acquis de conscience pour mettre les Juifs en esclavage. C'est comme ça que ça a démarré dans le Sénat, on peut dire, d'époque de Pharaon, où les Juifs sont une menace. Et donc, comme ils sont une menace, ça nous donne le droit de les mettre en cage, de les dépouiller, de les renvoyer, et en toute conscience. Alors voilà, justement, Rav Sadin, le complotisme a pris une dimension incroyable, mais il est aussi alimenté par la liberté d'expression, bien évidemment, qui ne met pas de filtre. Est-ce que la Torah, quant à elle, donne la même liberté d'expression que le font les pays démocratiques à l'heure actuelle? Non, la liberté d'expression telle qu'elle est conçue dans le monde occidental est l'opposé de la Torah. C'est l'opposé de la Torah. Il y a un texte magnifique du Maïmonide qui dit qu'une parole n'est une parole que s'il est précédé par la profondeur d'un silence, qui est lui-même le lieu d'une réflexion infinie. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés au paroxysme d'un système qui donne la parole à tous et surtout qui nivelle le niveau de la parole. Donc, chacun peut écrire ce qu'il veut, chacun peut créer une télé, chacun peut créer une radio grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et donc, on arrive à un niveau où on a nivelé complètement la parole, où il n'y a plus d'hierarchie de la parole. Et la Torah s'oppose à ça, justement? Et pas de façon anarchique, il n'y a pas d'interdiction d'être idiot. On a le droit d'oblitérer toutes sortes de bêtises. Mais quels sont les interdits? Il y a des interdits. Interdit de faire de la médisance, c'est très grave. Ça n'est plus qu'un péché de la Torah. De colporter des faux, des mensonges sur les gens, de blasphémer, d'insulter, de blesser, tout ça c'est interdit. Mais d'exprimer des opinions bidons sur Internet, il n'y a pas d'interdit anarchique. Si ce n'est la perte de temps, bon, pour les juifs et tout. Mais moi je parle au niveau même de l'humanité. On est ici, ce qui est en cause, beaucoup plus que des questions d'interdit ou permis, c'est l'édification même de la noblesse et de l'élégance humaine. On est ici arrivé à un point où le vouloir dire, le vouloir exister, le vouloir s'exprimer, ce qu'on appelle l'opinion, a remplacé la parole du savoir et de la vérité. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'on arrive actuellement à une humanité où par cette profusion de paroles inutiles, par cette profusion d'opinions, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, on a complètement nivelé la recherche de la vérité elle-même. Ça n'a plus de sens. Puisque de toute façon, toi tu penses comme ça, on arrive à un relativisme absolu. Et donc, ce relativisme absolu, c'est la destruction même de la quête de l'humain. L'homme a été créé comme un pont, comme une passerelle, entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir, entre ce qu'il ne sait pas et ce qu'il peut savoir. Il a été créé comme la possibilité d'un saut ontologique, d'un dépassement perpétuel vers un horizon du sensé qui est divin. Quand tout ça est rabattu vers une sorte de shakshuka, d'une pala, d'une logorée permanente, où chacun dit ce qu'il veut, c'est l'humanité elle-même qui est détruite. Merci beaucoup, merci cher Rabbanim. On est insulté à la Knesset d'Israël par les Arabes. Ils disent « Vive le Hamas, vous êtes des meurtriers », ils prennent 37 000 shekels. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. En ben David Ba'ad, Shitipol Edom, Amezal Zelim be Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie du Mashiach. Excellente nouvelle.
quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe, eh bien organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Et je tiens à dire que cette stratégie est une stratégie religieuse, messianique, qui a été élaborée dès le Moyen-Âge. On retrouve des textes... Ouais, c'est ça, dans votre livre, Occident Islam, c'est justement le... Il y a un texte qu'on trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. Je t'ai énervé ce matin, je suis désolé.